Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver en ce week-end de Pâques pour une heure de débat autour de l'actualité. François Bayrou sonne le tocsin budgétaire. Le piège de la dette menace la survie de notre pays, dit le Premier ministre, mais sans proposer de remède immédiat. Alors si le diagnostic est bon, pourquoi une impuissance de l'État français depuis des décennies? Qu'est-ce que cela révèle de notre classe politique? On se rappelle, Michel, que le général de Gaulle disait en 1964 qu'il était par-dessus tout nécessaire que la nation ne distribue pas plus qu'elle ne gagne. À méditer. Les prisons françaises et les personnels pénitentiaires sous haute tension après une série d'attaques et tentatives d'agression tout au long de cette semaine. Une enquête a été ouverte par le parquet antiterroriste qui tente de déstabiliser l'État français. Les narcotrafiquants font partie évidemment des suspects. On entendra le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui justifie ces attaques par le fait que sa volonté de regrouper les plus gros bonnets de la drogue dans des prisons de haute sécurité eh bien, dérange les délinquants. On verra ce que vous en pensez. Le bras de fer entre Paris et Alger se poursuit après la partition de l'apaisement jouée par le président Macron et son homologue Tebboune. C'est l'heure de la riposte. Face à l'expulsion de 12 diplomates français par Alger, la France se décide à réagir, rappelle son ambassadeur tout en expulsant au nom de la réciprocité, 12 agents consulaires algériens, un regain de tension qui inquiète pour le sort de Boualem Sansal, otage depuis plus de 5 mois d'Alger. Ses 2 filles ont écrit une lettre ouverte au président Macron en lui demandant de ne pas oublier leur père. La face cachée de Wikipédia, une encyclopédie sur Internet qui contient de nombreuses dérives idéologiques liées à des contributeurs en ligne qui, pour la plupart, appartiennent à la gauche, notamment la gauche radicale. On verra ce que vous en pensez. Enfin, les fêtes de Pâques qui coïncident cette année pour les communautés chrétiennes et juives. On reviendra sur ce symbole de la résurrection, du retour à la vie qui existe dans de nombreuses civilisations face au combat contre les forces obscures des ténèbres. On vous entendra aussi, cher Michel, sur cette symbolique des œufs de Pâques. Voilà pour le menu. Est-ce que ça vous va, Michel? Parfait. Je retire les lunettes, c'est parti. On commence par le budget. Pour qui sonne le glas? C'est ce que l'on peut se demander après le discours de François Bayrou, alertant sur le niveau de la dette, un véritable danger vital pour la nation. Il prépare évidemment les Français à une potion amère qui va venir. Il annonce 40 milliards d'économies sans dire comment les trouver. Il jure qu'il n'augmentera pas les impôts. Mais il dit surtout, et c'est intéressant, que les Français ne travaillent pas assez et qu'ils ne sont pas assez productifs. On écoute François Bayrou. Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. Nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. Si l'on veut mesurer ce déséquilibre, il est facile, vous l'avez sur vos écrans, il est facile de regarder la différence de production par habitant entre notre pays et ses principaux voisins de même niveau de développement. Alors d'abord sur François Bayrou et le fait qu'on ne travaille pas assez, puis après on élargira évidemment à la situation de la France depuis des décennies. C'est vrai, vous trouvez qu'on ne travaille pas assez? Il y a effectivement des différences entre nous et nos voisins européens sur le temps de travail. Non, je trouve qu'on travaille mal, pas bien, donc, et n'importe comment. Et qu'on est sur des logiques un peu platoniciennes. C'est-à-dire il y a l'idée de travail, qui est une espèce de T majuscule, et puis le travail, ça voudrait dire exactement la même chose pour nos paysans, nos chers paysans, évidemment, et pour des gens qui sont au guichet de la sécurité sociale, ou des gens qui rendent possible la bureaucratie française. Moi, j'ai rien contre l'administration et contre les gens qui travaillent, contre les fonctionnaires. J'ai contre la bureaucratie, comme elle fonctionne. La rentabilité n'est pas exactement la même. Donc, quand vous prenez un boulanger, par exemple, lui dire qu'il ne travaille pas assez, c'est insultant. D'autres ne travaillent pas assez. Oui, il y a un certain nombre d'individus qui posent problème. Il y a des statuts auxquels on devrait pouvoir toucher. Les intermittents du spectacle, moi à l'époque où j'étais invité à France 3, Normandie-Caen, il y avait un nombre incroyable d'intermittents du spectacle qui faisaient juste ce qu'il fallait dans l'année. Il y avait je ne sais pas combien d'heures à faire, puis le reste du temps, ils étaient payés par l'État, par le gouvernement français, enfin par le contribuable. Ce travail-là, c'est pas exactement la même chose que le boucher qui, lui, va chercher ses bêtes, etc. etc. Mais ils sont indispensables à la vie de la culture française. Pas forcément les intermittents du spectacle. Moi, je veux dire, oui, d'accord, mais il y a des... Non, mais ce serait à penser. Je ne dis pas qu'il faut supprimer, entendons-nous bien. Sûr. Je dis qu'on devrait pouvoir, quand on parle de niche, aller voir qui travaille, puisqu'il est question du travail. Qui travaille? C'est les gens qui nous disent, oui, moi j'ai besoin de lire des pièces pour savoir si je vais les monter ou pas les monter. Je veux pouvoir savoir si finalement je vais monter Ibsen ou Tchekhov cette année. Je ne suis pas certain. J'ai besoin de 6 mois pour me mettre... Ça va, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent, demander aux boulangers, demander aux paysans, des gens qui travaillent 10-12 heures par jour, qui prennent jamais de week-end, jamais, etc. Donc, quand on dit le travail, on travaille pas assez, il faudrait travailler plus, etc. Non, je pense qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, et puis qui font... Moi, je travaille beaucoup et j'adore ça.
Je ne vais pas parler pour vous, mais je pense pareil, aussi. Non, mais exactement Donc pareil. voilà, c'est pas exactement la même chose que quand je vais faire mes courses et que je vois des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont à la caisse, ou quand je vois des gens qui, par ma fenêtre, là, quand je suis en train de travailler à 11h le soir, sont en mobilette pour aller livrer des pizzas ou ce genre de choses. Donc il faudrait repenser le travail, comme il faudrait repenser les prisons. Et ça, c'est le travail de la gauche, théoriquement. C'est un travail qu'elle ne fait plus depuis des années. En disant, on ne va pas dire, nous travaillons trop, nous ne travaillons pas assez, regardez ce que font les Italiens, regardez ce que font, etc. C'est la question de la productivité, c'est la question de la flexibilité. Je dis, s'il y avait un beau mot qui était la flexi-sécurité, on en parlait dans les pays scandinaves, par exemple, en disant, vous donnez, nous donnons. Vous donnez, vous les ouvriers, et nous les patrons, nous donnons aussi. C'est-à-dire, ça va être flexible, le travail, en fonction de, évidemment, produire plus des glaces en été qu'en hiver, par exemple. Et puis les patrons vont assurer une sécurité de l'emploi, par exemple. Ce sont des contrats comme cela qu'il faudrait. Nous avons une tradition de syndicalistes révolutionnaires en France. Pas forcément la CFDT ou la Force ouvrière, mais Sud ou le CGT ne veulent pas de ce genre de pensée. On pense le travail, on pense la flexi-sécurité, on pense également la pénibilité du travail. C'est pas la même chose d'être sur un marteau-piqueur et d'être derrière un hygiaphone à vendre des billets, etc., ou d'être gardien de musée. J'ai rien contre tous ces métiers. Je vais me faire des ennemis, mais je veux juste dire que gardien de musée, c'est pas exactement la même chose que être... avec un marteau-piqueur ou à 3h du matin dans une boulangerie. Et ça, ce sont les syndicats qui devraient penser ça. Ce sont les partis politiques qui devraient penser ça. Ce sont les hommes politiques qui devraient avoir des thèses là-dessus. Moi, j'ai souvenir d'un Bayrou qui, un jour, avait jeté le code du travail en disant « Regardez-moi ça, il y a au moins 1000 pages de trop ». Ben non, je ne crois pas. Il n'y a jamais trop de pages dans un code du travail, si c'est pour travailler, si c'est pour protéger les travailleurs, les gens qui travaillent, les gens qui ont envie de travailler. Peut-être le simplifier, le code du travail. Juste le simplifier pour les chefs d'entreprise. Simplifier et puis aussi contrôler. Ça me paraît normal qu'on puisse se contrôler. Moi, j'ai rien contre ça. Quand des inspecteurs venaient dans ma classe, j'étais 20 ans prof, je disais pas que c'était anormal. C'est normal. J'étais fonctionnaire, j'étais payé par l'État, j'avais un programme d'État, j'enseignais des notions, j'enseignais des auteurs, j'enseignais la dissertation, le commentaire de texte. Qu'un jour, quelqu'un vienne en me disant, d'ailleurs, on nous disait 8 jours avant qu'il venait. Donc il y a des profs qui changeaient de classe, qui enlevaient des élèves, qui passaient 11 heures sur un cours, qui faisaient un faux cours. Il n'y avait pas de contrôle surprise, là. Oui, voilà. Donc je suis pour les contrôles. Moi, c'est normal. La République, quand elle donne de l'argent, c'est normal qu'elle demande où va cet argent, etc. Donc je reviens sur la question des intermittents du spectacle. Je ne veux pas qu'on touche au statut. Je veux simplement qu'il soit vraiment bien attribué. C'est comme avec l'avortement. Moi, j'adore le texte de Simone Veil. Simplement, il y a un moment donné où on prend des libertés avec le texte en faisant tout à fait autre chose que ce que l'esprit à la lettre disait précédemment. L'esprit à la lettre des intermittents du spectacle, c'est une bonne chose, du statut. Mais il y a un dévoiement total, notamment dans le cinéma, notamment dans le service public, notamment, etc., qui suppose qu'on puisse regarder de ce côté-là pour faire des économies. On a parlé du travail. Parlons maintenant de la grande photo, c'est-à-dire ce budget qui est si compliqué à faire, de cette dette abyssale, 3 300 milliards d'euros. Je citais le général de Gaulle en 1964 sur les problèmes économiques de la France. Il disait « Il est par-dessus tout nécessaire que la nation ne distribue pas plus qu'elle ne gagne. Autrement, disait-il, ce serait l'inflation, la ruine et le malheur. » Ça fait longtemps qu'on fait l'inverse. Bien sûr. On distribue ce que l'on ne gagne plus. C'est à inscrire dans le marbre alors c'est pas constitutionnel, mais de la politique. C'est évident, il y a un tout petit texte d'Aristote qui s'appelle de l'économique. Et l'économie, l'étymologie grecque d'économie, c'est le fonctionnement de la maison. On doit pouvoir gérer le budget d'un État comme on gère le budget d'une maison. Personne ne va... Dans la maison, personne ne va dire on va acheter une maison très au-delà de ce qu'on doit pouvoir payer. Ou des repas, ou des fêtes, ou des choses. Voilà, on regarde ce qu'on gagne, on regarde ce qu'on peut dépenser, on évite l'endettement. Alors il y a des gens pour lesquels c'est difficile, ils n'ont pas beaucoup le choix, les gens pauvres, les gens simples, les gens modestes. Ceux-là, hélas, ils ne peuvent pas se permettre de jouer avec le budget, puisque là, en plus de ça, c'est l'argent des autres. Mais... Quand Bayrou arrive, il nous dit, il défonce des portes ouvertes. Tout le monde le sait, ça. Oui, mais ça, il le dit. On peut le reconnaître, la cohérence de ce qu'il dit, il l'a toujours dit. Oui, d'accord. Il faut les solutions. Maintenant, il faut mettre... Oui, d'accord, mais ça fait 40 ans qu'il vote les budgets qui ont rendu possible tout ça. Je vous dis, à un moment donné, j'ai l'âge qui permet de le penser, mais le passé, c'est un passif. Quand vous avez fait des choses, et à un moment donné, vous ne pouvez plus dire on aurait dû, il aurait fallu, quand c'est vous-même qui en êtes un peu responsable. Donc les endettements, tout ça, ça fait des années. C'est pas en une année qu'on obtient ce taux d'endettement. Mais là, le discours alarmiste de François Bayrou, Michel Onfray, c'est vraiment pour préparer les Français
Oui. À des sacrifices à venir. Oui, puisqu'il faut aller faire la guerre en Ukraine, donc il va falloir trouver de l'argent. Oui. Ah oui. Et puis, il faut Donc c'est ça le remplir les problème caisses de aussi. l'État, Non, surtout. mais pensez un petit peu à toutes ces choses-là. Macron a décidé qu'il est incapable de gérer les points de deal en France, mais qu'il va gérer le problème entre la Russie et l'Ukraine, et que nous allons, nous, France, faire la guerre à la Russie via l'Ukraine, et qu'il va nous falloir trouver de l'argent. Donc d'un côté, on a un Premier ministre qui nous dit on a une dette incroyable, on est endetté, c'est pas possible, il va falloir trouver de l'argent. Mais il n'y a pas de problème pour trouver de l'argent quand il s'agit de faire des choses inutiles pour la France, pour le pays. On ne va pas faire la guerre à la Chine parce qu'elle a envahi le Tibet en 59. Je crois que c'est 59. Enfin, je ne sais plus. J'enlève la date, je peux me tromper. Il y a tout un tas de choses qu'on doit pouvoir faire aujourd'hui en matière d'économie. Toute la politique que Bruxelles nous impose, que l'Europe maastrichtienne nous impose, en disant il faut donner. On dit on ouvre les frontières, les gens viennent, ils ont des droits, on leur donne de l'argent, etc. Très bien. On leur donne des soins, d'accord, très bien. Et en même temps, vous avez des gens, j'ai passé quelques temps à l'hôpital il n'y a pas très longtemps, là, où j'ai vu des gens dans les couloirs qui sont en train d'attendre, et je me dis mais c'est pas normal que la santé fonctionne comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des santé à deux vitesses mais pas forcément celles qu'on croit? Donc il y a évidemment des économies à faire, exactement comme dans le statut des intermittents du spectacle. Ne faisons pas sauter le statut, ne faisons pas sauter la sécurité sociale, mais faisons des économies en disant que ceux qui aient besoin du statut d'intermittent du spectacle, que ceux qui aient besoin de soins dentaires, oculaires, ou etc., enfin il y a les prothèses auditives, que ceux qui aient besoin de ça en priorité, qui sont des citoyens français, et puis s'y accéder, ça s'appelle faire des économies. Puis d'autres, on dira pardonnez-nous, mais nous ne pouvons pas appareiller tous les gens qui viendront de la planète entière parce que vous avez des difficultés d'audition. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, je voudrais juste qu'on écoute le patron de Safran, cette entreprise qui a été auditionnée par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il a fait une annonce choc qui a eu beaucoup d'impact auprès d'autres patrons. Il annonce qu'il n'investira plus en France dans une ville détenue par les écologistes. Il explique pourquoi. On l'écoute. Je le dis, quand on parle de réindustrialisation, je me permets de dire ça. On a été surpris, dès l'annonce, d'être critiqué par les écologistes à Rennes, qui ont mis en cause la majorité municipale de Rennes. On avait négocié avec la maire socialiste de Rennes. Encore une fois, ça s'est très très bien passé. Et là, les écologistes, nous ont jeté des tomates sur le thème, c'est scandaleux, un groupe vient s'installer, créer de l'emploi, c'est l'aéronautique, c'est l'avion, ils vont polluer, et puis c'est le militaire, c'est pas bien. Alors, je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Si c'est pour se faire accueillir, quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Voilà Michel Onfray pour Olivier Andriès, le patron de Safran. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le pouvoir des écologistes est considérable alors que leur représentativité est quasi nulle, quoi. Vous apercevez qu'avec le jeu des découpages électoraux, quand vous avez un petit résultat national, vous avez beaucoup de députés. Et puis d'autres qui ont beaucoup de résultats électoraux, ils ont assez peu de députés. Donc il y a une espèce de surreprésentation de l'écologie. C'est une doctrine, c'est une idéologie enseignée à l'école. Dès le plus jeune âge, il faut apprendre le tri sélectif, le réchauffement climatique, etc. L'excellence de la voiture électrique, les énergies douces, décarbonées, etc. Enfin, on nous apprend tout ça dès le départ. Grammaire, style, syntaxe, orthographe, apprentissage, poésie, etc. Ça passe après. Et donc là, il y a une espèce d'idéologie. Et puis ce sont des gens qui donnent des leçons de morale en permanence. C'est-à-dire Marine Le Pen arrive, elle est responsable du fait que dans la création du Front National de son propre père, il y a, je sais pas, les années 70, on ait trouvé effectivement des anciens de la LVF. C'est pas terrible, effectivement, d'avoir ce genre de choses. Mais ces gens oublient qu'en 1974, quand René Dumont est le premier candidat écologiste aux élections présidentielles, avec son fameux pull rouge et sa pomme et son verre d'eau, René Dumont, il a fait l'éloge de l'agriculture nazie dans une revue pétainiste française à cette époque-là, en nous disant que c'était formidable la productivité, que les nazis, ils avaient des moissonneuses-batteuses, ils avaient des tracteurs, ils avaient des moteurs, les mêmes moteurs que les moteurs de sous-marins, les moteurs d'avions, les moteurs de tanks, les moteurs de chars, etc., quoi. Donc, je ne vais pas accabler. Moi, je n'accable pas les gens avec le passé de leurs ancêtres. Donc, je n'accable pas Marine Le Pen sur le passé de son père. Je n'accable pas M. Fabien Roussel, pour lequel j'ai de la sympathie, mais enfin, il s'en moque un peu, puis il a raison. Mais en disant, il y a eu le pacte germano-soviétique. Je dis juste qu'il y a le pacte germano-soviétique quand ces gens-là vont chercher des poux dans la tête des autres. Et je dis, mais les écologistes, c'est exactement la même chose. Que pesez-vous ?
Que pesez-vous? Pourquoi vous êtes aussi lourd d'un point de vue idéologique, d'un point de vue de la vie quotidienne? Jusqu'à décourager les chefs d'entreprise. Décourager les chefs d'entreprise, et puis en même temps attaquer les pauvres qui ont des vieilles voitures et qui ne peuvent plus rentrer dans les villes, par exemple. Ou de dire, c'était le début des Gilets jaunes, de dire « Ah ben vous êtes des pollueurs, vous êtes des fumeurs de cigarettes et vous roulez au diesel, on vous méprise souverainement. » C'est la même chose avec Anne Hidalgo. Elle pèse quoi? Elle est allée au présidentiel, elle a fait quoi? 1,5, 2,5, je ne sais pas, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais pas grand-chose. Et elle a le plein pouvoir à Paris. Elle fait un référendum pour végétaliser je ne sais combien, 500 rues dans Paris. Il y a très peu de gens qui vont voter. Elle dit mais ça me suffit, moi si 4% des gens votaient, je dis peut-être une bêtise sur le chiffre, mais il était extrêmement minoritaire, ça me suffit, j'impose ma loi. Mais où est la démocratie? Quand Tocqueville disait que le problème de la démocratie, c'était le risque de la tyrannie des majorités, il avait tort. Le problème des démocraties aujourd'hui, c'est la tyrannie des minorités. Les minorités ne doivent pas être évincées, mais les minorités ne doivent pas faire la loi. Les écologistes sont minoritaires, les socialistes sont minoritaires, et ils sont majoritaires dans un tas de domaines, y compris le terrain intellectuel, culturel, universitaire, la pub, les médias, l'édition, etc., etc. Michel Onfray, on va parler maintenant de ces attaques contre les prisons qui se sont déroulées toute la semaine, attaques contre des lieux, des véhicules et aussi contre des fonctionnaires de la pénitentiaire, avec toutes les villes, de très nombreuses villes en France qui ont été touchées. C'est une tentative d'intimidation à l'échelle nationale, du jamais vu. On teste l'État, on le défie, on le ridiculise. On ne sait pas encore exactement qui sont les auteurs de ces faits. Les enquêteurs travaillent encore, mais on va écouter le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui estime qu'il s'agit de déstabiliser l'État. Il y a manifestement, on voit bien, des gens qui essaient de déstabiliser l'État en l'intimidant. Pourquoi le font-ils? C'est très intéressant. Ils le font parce que nous prenons des mesures contre le laxisme qui existait peut-être jusqu'à présent dans les prisons, qui a mené notre pays à des difficultés extrêmement graves, des réseaux de drogue qui continuent à partir des cellules carcérales, on commande des assassinats, on blanchit de l'argent, on menace des policiers, des magistrats, des agents pénitentiaires et on s'évade. C'est une intimidation grave et on essaye de voir si l'État va reculer. C'est ça qui se passe. Voilà, c'est un test à l'échelle nationale. C'est ça qui est inédit, Michel Onfray. Il a raison. D'abord, quand Dupond-Moretti est arrivé, il a commencé par visiter une prison, il s'est fait acclamer. Le symbole est... Mais il a visité les agents pénitentiaires. Pardon aussi. Il a visité les agents pénitentiaires dans cette prison. Oui, d'accord. Enfin, c'est pas parce que vous faites une fois le bien, une fois le mal que vous n'avez pas fait le mal. Donc, il y avait une erreur de communication. Et puis, il y avait une façon de jouer le en même temps en disant on va essayer de calmer les médias en allant aussi ailleurs. Il y a simplement des signes qu'on ne doit pas donner. Je pense que Gérald Darmanin a raison, mais il oublie de dire qu'il a beaucoup fait aussi dans le passé. Il a dit qu'il était jeune il y a quelque temps, mais il est vieux en politique. Et il devrait rendre hommage au couple qu'il fait avec Bruno Retailleau. C'est pas exactement la même chose que précédemment, quand il y avait des couples qui étaient des couples d'en même temps. C'est-à-dire vous aviez la répression place Beauvau, et puis vous aviez le ministère de la Justice qui était plutôt cool et plutôt pro-magistrature. Simplement, oui, là, pour le coup, il y a un dessein. Une volonté de la part de ces deux ministres d'aller dans la même direction. Peut-être pas forcément dans l'esprit du président Macron, mais c'est ainsi. Moi, je pense qu'il y a une convergence des luttes. J'ai vu sur CNews que certains disaient alors narcotrafiquants, oui, ils utilisent des armes de guerre. Ultra-gauche, oui, etc. Moi, je dis c'est tout le monde. C'est tout le monde. Je choisis pas en disant c'est l'un, mais c'est pas l'autre. C'est tout le monde. C'est-à-dire, il y a une espèce de changement de paradigme. Le paradigme marxiste, c'était il y a l'avant-garde éclairée du prolétariat qui va faire la révolution. Les paysans qui sont des bouseux, ils aiment la terre, ils sont méprisables. Marx déteste la campagne, les paysans, etc. Et il dit, dans les villes, on a des usines, l'industrie, et dans les usines, il y a un prolétariat. Et dans le prolétariat, il y a une avant-garde éclairée. Sous-entendu, les syndiqués, les marxistes, ceux qui vont mener la guerre révolutionnaire pour abolir le capital. Puis vous avez en face Bakounine, qui est le penseur de l'anarchie. Ils se battent sur un certain nombre de sujets. Ils veulent la même société idéale, idéalisée. J'ai fait une partie de ma thèse sur Bakounine. Et Bakounine dit, non, c'est pas l'avant-garde éclairée du prolétariat qu'il nous faut, c'est pas la dictature du prolétariat, parce que Bakounine dit, mais dictature de qui sur qui? Non, c'est pas ça la liberté. S'il y a une dictature, fût celle du prolétariat, elle va se faire sur ce qui ne sera pas le prolétariat éclairé et sur le restant de la société. Et Bakounine dit, prenons l'ensemble des gens qui sont les ennemis de la société, dont les gens qui sont en prison, dont les gens qui sont des malfaiteurs, les voleurs, etc., les violeurs, les pilleurs. Et puis prenons les artistes, disait-il, les gens qui ont un sens aigu de l'imaginaire et qui n'ont pas grand intérêt au réel. Et puis prenons les gens qui sont contre, les ressentimenteux, les gens qui sont ratés, qui disent « Ah mais moi j'aurais aimé être, je sais pas quoi, j'aurais été le Voltaire de mon temps et je ne le suis pas », ou etc., etc. Vous faites un tout de tout ça,
Et c'est une puissance extrêmement violente lancée contre l'Occident, contre la France, contre les valeurs de la France, etc. Donc ça fonctionne ensemble. Alors, qu'est-ce que ça cache très précisément ? On le saura peut-être. C'est quand même étonnant qu'ils abandonnent un manteau et une chaussure. Effectivement, les enquêteurs vont trouver vous avez des les infos. responsables. La police scientifique va pouvoir travailler et retrouver un certain nombre de données. Mais je pense qu'il y a une façon de dire, il a raison, Gérald Darmanin, si vous nous menez la guerre, on va vous la mener aussi, et ça pourrait commencer assez ferme. Gentiment. J'aimerais juste qu'on pense aux agents pénitentiaires, parce qu'ils sont vraiment en première ligne. On va écouter le témoignage d'un syndicaliste, UFAP-UNSA, Benjamin Marou, qui se demande jusqu'où ça va aller. Écoutons-le. À un moment donné, où est-ce que ça va s'arrêter ? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Toulon, on a vu ce qui s'est passé à Aix, encore cette nuit au domicile d'un agent pénitentiaire du CPX Luynes, où on se dit qu'à un moment donné, ça a pris des proportions qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne maîtrise jamais en temps normal, mais que là, à quel moment ça peut s'arrêter ? Je veux dire, jusqu'au domicile des agents, on va faire quoi ? On va prendre en otage des agents chez eux ? Je sais pas, on peut tout imaginer, mais ça peut aller très loin, en tout cas dans les exactions, oui. Voilà, il a raison, ça peut aller. Il a complètement raison, je pense, y compris d'utiliser le mot otage. Quand il dit otage, je pense qu'il entend prendre vraiment physiquement en otage, mais psychiquement, ils sont déjà pris en otage, ces gens. Quand vous avez 15 ans, vous ne dites pas, moi, quand je serai grand, je serai surveillant de prison. C'est pas un métier que vous faites en disant, j'ai la vocation de ces choses-là. Vous finissez par le faire. Il y en a, peut-être. Je pense qu'on pourrait faire une sociologie. Ce sont quand même des gens modestes. Enfin, ce sont des gens qui font pas ça en disant j'adore la répression, j'adore les clés, la prison, etc. C'est pas un métier qu'on a envie de faire quand on a 10 ans. On veut être pompier, on veut être médecin, on veut être parachutiste, on veut être cosmonaute. Mais voilà des métiers. Mais c'est un métier extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. C'est mal payé. Il y a des considérations. Vous faites cracher dessus, vous ne dites rien, vous vous taisez, vous avez une humiliation. Puis là, maintenant, on commence à dire. Comment se fait-il d'ailleurs ? Moi, je souhaiterais qu'on puisse savoir comment des gens peuvent dire on sait où vous habitez, on sait quelle est votre voiture, on connaît la plaque minéralogique, on sait où vos enfants vont à l'école, etc. Là, ce sont finalement des gens, je ne vais pas dire des lampistes, le mot n'est pas sympathique à leur endroit, mais des gens qui n'y peuvent rien. Ce sont des gens qui, comme beaucoup de policiers, comme beaucoup de CRS, ce ne sont pas des gens dont les parents sont professeurs de médecine et puis agrégés de Sciences Éco ou je ne sais quoi. Il y a un recrutement de gens extrêmement modestes. D'ailleurs, Bourdieu l'avait dit dans La misère du monde. Il y a donc une façon de prendre en otage des gens en disant c'est vous qui allez payer, mais c'est pas ces gens-là qui font un métier de fonctionnaire. C'est comme si on rendait responsable la personne qui vend des billets de train, des retards des trains. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une politique pénale. C'est une politique pénale contre laquelle on peut lutter. Il y a des moyens démocratiques, mais sûrement pas en rafalant les portes et puis en prenant en otage psychologiquement des gens dont j'imagine l'état qui est le leur. Bien sûr. Vous imaginez quand vous êtes une femme, vous avez des enfants et qu'on vous fait savoir en prison qu'on sait où sont vos enfants à l'école. C'est terrible comme prise d'otage. Michel Onfray, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant face à Michel Onfray. On évoquera le bras de fer entre Paris et Alger et ce regain de tensions diplomatiques. À tout de suite. On se retrouve Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va à nouveau aborder les tensions entre Paris et Alger. La crise diplomatique a repris de plus belle entre les deux capitales. 15 jours seulement après la tentative d'apaisement du président Macron, l'arrestation par la justice française de 3 ressortissants algériens, dont un employé du consulat, pour enlèvement et séquestration d'un opposant au président Tebboune, a remis le feu aux poudres. Alger a décidé de renvoyer 12 agents français du ministère de l'Intérieur en mesure de rétorsion. Paris, après avoir attendu 48 heures, a décidé de rappeler son ambassadeur et d'expulser 12 diplomates algériens. C'est la règle de la réciprocité. On va écouter Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Et après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce que j'ai dit, c'est que les tensions ne peuvent être résolues, quelles que soient les circonstances, que par le dialogue. C'est toujours le cas, et c'est toujours par la diplomatie et par le dialogue qu'on parvient in fine à résoudre durablement les problèmes et durablement les tensions. Mais je le redis, en réagissant à une procédure judiciaire indépendante qui vise 3 ressortissants algériens soupçonnés de s'être rendus coupables de faits graves sur le territoire national, les autorités algériennes ont brutalement dégradé notre capacité à dialoguer. Voilà pour Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Il y a la fermeté sur la mesure de rétorsion et il y a cette volonté de poursuivre le dialogue. Et on le comprend à la lumière du cas Boualem Sansal, Michel Onfray. C'est indigent d'invoquer le dialogue.
Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans un cabinet de psy où il s'agit de se réconcilier avec des conseillers conjugaux qui disent « Ah, vous avez des difficultés ». Non, c'est un langage diplomatique, le dialogue. Non, le langage diplomatique, c'est pour faire semblant de langage diplomatique. On se met des pains dans la figure et puis on dit « Si tu le fais pas, je te fais couper la tête », et puis etc. Puis après, on dit « Tout s'est bien passé, c'était extrêmement cordial, etc. » La diplomatie, c'est ça. Mais justement, l'ancienne diplomatie, qui a été jadis détruite, mais je veux dire, la diplomatie, ça suppose qu'on sache à qui on a affaire. On dit pas, on va dialoguer. Vous avez quelqu'un qui arrive avec un couteau et qui a l'intention de vous égorger, vous allez dialoguer avec lui ? Non. Il y a les femmes qui se font battre, par exemple, par leur mari. On va dire, dialoguer avec votre mari. Une femme qui est en train de se faire violer, on va lui dire, dialoguer avec celui qui vous agresse. Le dialogue, ça suffit pas. Le dialogue, ça va quand on s'entend bien. Et simplement, il faut connaître les pays. Et on ne s'adresse pas à la Chine comme on s'adresse au Maghreb, comme on s'adresse à l'Iran. L'Iran est un pays de culture millénaire. Le Maghreb, c'est un pays arabo-musulman. Il y a une tradition arabe qui est celle de l'honneur, de la dignité, qui est une tradition chevaleresque. Vous ajoutez l'islam à ces choses-là, qui est une religion qui reconnaît la force, la puissance. Le paradis est à l'ombre des épées, dit un hadith du prophète. Donc effectivement, quand vous vous adressez à des gens en disant on va être gentil avec vous, on voudrait dialoguer, on vous amène des nounours, on vous amène des petits cœurs, on vous amène des bougies et des poèmes, ça ne marche pas avec ce peuple-là, qui est un grand peuple qui a le sens de l'honneur et qui a le sens du personnage qui arrive et qui dit « Mais ce type, il arrive à genoux, il arrive à quatre pattes, qu'est-ce qu'il imagine ?» Comme lui dire « Relevez-vous ». Ça, c'est la tradition catholique. Mais ça, on n'est pas dans une tradition catholique. C'est la même chose avec un Chinois dans la tradition confucéenne. Donc, on n'est pas dans la logique du « aimons-nous les uns les autres, parlons-nous, c'est tellement bon quand on a réussi à s'entendre après avoir dialogué ». Vous avez des psychologues qui peuvent être là ou je ne sais quoi. C'est pas ça, la diplomatie. La diplomatie, elle est faite par des militaires qui sont habillés en costume 3 pièces. Et c'est des gens qui sont des paras, qui sont des commandos, qui savent comment ça fonctionne, qui pratiquent plusieurs langues étrangères, qui s'appuient sur des espions, sur des gens qui font du renseignement, etc. C'est dur, la politique. C'est pas un truc de bisounours. La politique, la vraie, la politique solide, elle fait que quand vous avez à négocier avec Staline, quand vous avez négocié avec Hitler, quand vous avez négocié avec Pinochet, quand vous avez à négocier avec Franco, quand vous avez à négocier avec des gens qui sont à la tête de régimes forts, ou l'ayatollah Khamenei, par exemple, vous avez intérêt à ne pas dire « on voudrait dialoguer avec vous ». Non, c'est ce que fait Trump de manière grossière et vulgaire, en disant « moi j'arrive et on va faire un bras de fer ». Hélas, la politique, c'est ça, parce qu'il n'y a pas que la politique qui marche au bras de fer, c'est la vie tout le temps qui marche au bras de fer. Michel Onfray, on va écouter maintenant Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il était l'invité de nos antennes cette semaine. Lui, il dit « la France n'est pas le terrain de jeu de l'Algérie ». On l'écoute. Il est inacceptable, vraiment inadmissible, que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, cette arrestation, bien entendu, il y a la présomption d'innocence, mais il y a un certain nombre d'indices, ça n'est pas tolérable. L'affaire des influenceurs, il y a quelques heures, le tribunal correctionnel de Lyon vient de condamner une influenceure à une peine de prison avec sursis. L'influenceur de Brest, c'était 18 mois. Et il n'est pas tolérable qu'il y ait Boualem Sansal, un grand écrivain franco-algérien que vous connaissez bien ici, qui soit encore sous les barreaux, il est âgé, il est malade. Et enfin, moi j'entends que l'Algérie respecte ses obligations, le droit, et réadmette ses nationaux. Lorsqu'il y a une pièce d'identité, ils doivent réadmettre ses ressortissants qui ne sont pas français, qui sont algériens sur le sol. Voilà pour le discours de fermeté, pour le coup, de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui est la cible numéro 1 du régime algérien. Tous les jours, il se fait honnir par la presse algérienne. Oui, et pas défendre par son président de la République, Bruno Retailleau. Parce que la Ve République est ainsi faite que, c'est extrêmement pyramidal, c'est une monarchie républicaine. C'est pas une monarchie, c'est pas une république, c'est une monarchie républicaine. Monarchie parce qu'il y a un homme qui détient le pouvoir, et républicaine parce que ce pouvoir peut être défait par les référendums ou des élections perdues. Voilà pourquoi nous ne sommes plus en République. Et le chef de l'État fait la loi. C'est lui qui fait la loi. Et en dessous, il y a le Premier ministre. Mais en dessous, il y a les ministres. Fussent-ils des ministres régaliens, mais simplement, ils sont à disposition du chef de l'État. Et le chef de l'État, lui, n'est pas sur cette logique-là. Donc, évidemment, le gouvernement algérien sait très bien qu'il suffit de taper sur un ministre sur lequel tape déjà le chef de l'État, qui, quand il arrive, dit « mais ça, c'est mon affaire, c'est mon domaine réservé ». Il n'y a plus aucune légitimité. Il y a une Assemblée nationale qui l'a dissoute et qui n'est pas du tout à sa main. Il a juste la possibilité de dire « c'est moi le chef ». Et de fait, d'un point de vue constitutionnel, la morale le lui interdirait. Je ne suis pas sûr qu'il sache ce que c'est, mais d'un point de vue constitutionnel, il dit « moi, je fais la loi, je décide, et les relations avec l'Algérie, c'est moi ». Il y a le peuple aussi, qui peut exister. Je ne demande pas qu'on fasse un référendum. Ah oui, mais tout de même, je veux dire, il décide tout seul. Mais pour dire quoi ? Pour demander quelle question on poserait aux Français ? Est-ce que, par exemple, il faut avoir une position... Enfin, c'est compliqué sur un référendum, mais simplement, on sait ce que le peuple veut. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut
se laisser faire ou est-ce qu'il veut un rapport de force? Est-ce qu'il veut le bras de fer ou est-ce qu'il veut qu'on soit dans la soumission? On n'a pas besoin d'un référendum, mais simplement de savoir ce que pense le peuple et de dire mais je suis là par la force du peuple, par la volonté du peuple. Peut-être aurais-je moi des positions personnelles qui divergeraient, mais les Français, ils veulent ça. Simplement, on sait très bien qu'il a peur de la rue, notamment de la rue algérienne ou des prisons mitraillées, Macron, et qu'il joue cette carte-là. Il joue la carte d'un apaisement général généralisé. Si de temps en temps, il faut sacrifier un grand écrivain, sacrifions le grand écrivain, ça ne coûtera pas beaucoup. Espérons que, évidemment, les efforts se poursuivent pour libérer Boualem Sansal. Ces 2 filles ont écrit une très belle lettre ouverte cette semaine dans le Figaro, en disant justement au président Macron, n'oubliez pas notre père. C'est véritablement le cri du désespoir de ces deux filles. Est-ce qu'il y a encore un espoir de le voir ressortir de ces prisons algériennes? Oui, que la France s'humilie. C'est un otage. Et l'Algérie l'a pris en otage. Et quand vous avez un otage, vous pouvez dire à celui qui vous dit « rendez-nous notre grand écrivain » et un peu mollement, et un peu légèrement, ça commence à venir, doucement. Ça fait un petit moment que, aussi bien CNews que vous, que moi, on est quelques-uns à parler de Boualem depuis le début. Et simplement, quand vous avez une monnaie d'échange, vous dites oui, mais moi, je vous le donne, mais je vous donne ceci, je vous donne cela. C'est ça la politique des otages. Ça a été ça avec l'Iran, c'est encore ça avec Gaza, Israël, etc. Avec des gens qui se moquent éperdument du fait qu'il y ait des otages. Je me rappelle que quand même, on n'a pas fait grand-chose pour les otages franco-israéliens, et encore moins pour les otages qui sont aux mains du Hamas aujourd'hui, quand Emmanuel Macron s'en vient dire que ce serait bien qu'on puisse, d'ici juin, annoncer la création d'un État palestinien. C'est un crachat envoyé à la figure des Dans otages. Un deuxième temps, il a évoqué effectivement les otages et la libération des otages. Oui. Et puis dans un troisième temps, il a ajouté que ce serait bien aussi que les pays arabes reconnaissent l'existence de l'État d'Israël. C'est-à-dire le jour où on ne dira plus l'entité sioniste, mais on dira l'État d'Israël, mais qu'on aura quand même envie non plus de bombarder l'entité sioniste, mais de bombarder l'État d'Israël. Là encore, quand je vous dis que la diplomatie, ça se fait pas avec des histoires du bisounours, quand vous avez de la diplomatie à mener avec les Iraniens, ça se fait pas comme ça, entre 2 portes dans un avion. C'est plus compliqué que ça. Et ça supposerait que la voix de la France, pour pouvoir être entendue, soit portée par quelqu'un qui soit crédible et sérieux sur ce sujet-là. Michel Onfray, on est dans votre émission Face à Michel Onfray. On va parler, de Wikipédia. Vous connaissez bien ce site internet. Est-ce que c'est Wokipédia, c'est-à-dire une officine politique woke? En tout cas, c'est vrai qu'elle donne une version assez partiale des faits, qu'elle est victime d'entrisme. C'est une entité qui est née en 2001. On va écouter Victor Lefebvre, qui a écrit un livre à ce sujet et qui dit qu'il faudrait retrouver un équilibre dans cette encyclopédie sur Internet. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Wikipédia ne recherche pas la vérité. Mais c'est parfaitement assumé, c'est un régime de connaissances relativiste, c'est-à-dire que tous les faits doivent être placés plus ou moins au même niveau, et on ne doit pas dire telle est la vérité, c'est une présentation qui se veut normalement exhaustive et proportionnée des faits. Bon. Mais à ce moment-là, toutes les sources de presse, à partir du moment où elles ne font pas de désinformation, devraient être acceptées sur Wikipédia. Nous, ce qu'on dit dans le livre d'ailleurs, c'est qu'on ne veut pas droitiser Wikipédia, en faire un outil de droite ou d'extrême droite ou je ne sais quoi, mais simplement que retrouver une forme d'équilibre et que Wikipédia redevienne un peu l'encyclopédie humaniste et universaliste qu'elle était au départ. Voilà pour Victor Lefebvre, dont le livre s'appelle La face cachée de Wikipédia, les éditions du Cerf. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui, complètement. Mais oui, d'abord, je connais très bien, il fait un travail très intéressant. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un prurit égalitariste. Moi, je suis pour l'égalité, mais les gens oublient que quand la Révolution française se fait au nom de l'égalité, c'est les hommes naissent libres et égaux en droit. On oublie en droit. C'est-à-dire que quand on veut dire qu'un grand égale un petit, qu'un gros égale un maigre, que Einstein égale quelqu'un qui n'a pas le cerveau d'Einstein, disons-le comme ça, on dit n'importe quoi. Parce que l'égalité, c'est de dire, vous pouvez, ouvrir un site sur ouvrir une page, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais enfin, écrire un texte dans lequel vous pouvez vous réclamer de vous-même. Vous êtes incompétent, c'est pas grave. Et puis les gens qui sont compétents, ils sont à égalité avec vous. Donc vous dites, je vais faire un article... Sur les sites participatifs, c'est ça? Mais ils le sont tous. C'est-à-dire c'est une encyclopédie participative. C'est-à-dire que jadis, quand vous aviez une encyclopédie digne de ce nom, Britannica, Universalis, ce genre de choses, vous aviez des spécialistes.
Il y a des gens qui passent une vie entière sur, je sais pas quoi, sur Diogène de Sinope, par exemple, et qui se disent, qui ont travaillé le grec, les textes, etc., et qui font des textes, parfois peut-être lourds, empesés, universitaires, mais nécessaires. Il faut que des gens puissent faire des recherches comme celle-ci, pointues, vraiment scientifiques. Et puis vous avez quelqu'un qui dit, ah mais moi il me plaît bien, ce type qui copule sur la place publique, qui se masturbe, qui dort dans une amphore, etc. Je crée un site, et puis je vais raconter des choses. Comment ils racontent ces choses, ces gens? Ils prennent ici, ils prennent là, puis ils commentent, ils disent 2 ou 3 trucs, etc. Et ils sont aussi crédibles que les gens qui ont passé leur vie sur ce même sujet. Non, il y a des gens compétents et des gens incompétents. Et simplement, les gens incompétents ne disent pas qu'ils sont incompétents. Et leur compétence, elle donne l'impression d'exister parce qu'ils ont créé un site sur un sujet dont ils se prétendent les propriétaires. Et là, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Moi, ça fait des années que mon site est rempli de saloperies. Quand on tape votre nom... sur Wikipédia. Je ne regarde plus ça depuis très longtemps. À une époque, j'avais voulu faire un copier-coller et faire un texte en disant, eh bien, je vais expliquer tous les mensonges, toutes les contre-vérités, toutes les saloperies, toutes les choses. Vous avez une affaire en justice, vous avez gagné. On dit qu'il y a une affaire en justice, mais quand vous avez gagné, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné. Et vous dites, mais voilà, j'ai même reçu un chèque qui permet de dire que... Vous n'avez pas la possibilité. Il s'agit de criminaliser la personne. Alors, soit de dire qu'un type est formidable, soit de dire qu'un type est un salaud. Oui, c'est une encyclopédie politique, c'est une encyclopédie qui permet à des gens de faire le métier du mensonge. Et puis vous avez des gens qui disent, mais c'est sur Wikipédia. Moi, je suis arrivé un jour en Australie pour faire des conférences, et on m'a dit des sottises. J'ai dit, vous avez lu Wikipédia, mais c'est fautif. Et je vous ai expliqué pourquoi, je ne donne pas le détail des choses qu'on m'avait dites, mais qui se trouvaient sur Wikipédia et qui étaient fautives. Simplement, la personne qui mettait ces choses fautives, elle intervenait en permanence quand c'était corrigé, et en permanence, etc. Oui. Donc oui, ça n'est pas une vérité, même quand je l'ai parfois entendu sur du factuel. Parce que même parfois sur des dates, c'est fautif. D'accord. Moi, j'ai une encyclopédie, un dictionnaire des philosophes de l'Antiquité, avec tous ces gens qui ont travaillé sur les datations, par exemple. Les dates ne correspondent jamais. C'est très approximatif, c'est pas toujours vrai. Donc ce n'est pas une source d'information fiable. Non, c'est une source d'information politique. C'est comme quand vous lisiez, je sais pas, vous lisiez Présent ou que vous lisiez l'Humanité, sachez-le, quoi. Vous lisez un journal communiste. Ce n'est pas l'encyclopédia universaliste. Vous ouvrez une encyclopédie wokiste. Michel, nous sommes en plein week-end de Pâques, évidemment, une fête importante pour les chrétiens qui coïncide cette année avec Pessah, la Pâque juive, qui commémore l'exode des Hébreux hors d'Égypte, libérés de l'esclavage par Moïse. 2 fêtes majeures du calendrier, avec cette fête de Pâques chrétienne qui commémore le dernier repas du Christ, sa crucifixion, sa résurrection et le surlendemain de sa mort. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? On sait le caractère religieux que revêt évidemment cette fête pour les chrétiens ou pour les juifs. Vous dites aussi que ça a des puissantes racines plongées dans notre histoire de la civilisation? Écoutez, il existe une histoire des religions dans la collection de la Pléiade. Ce sont 3 volumes de 1500 pages de papier Bible. Donc les religions, il y en a eu des quantités qui sont mortes. Il y en a des quantités, il y en aura de nouvelles. Et les religions, ça naît, ça vit, ça croît, ça disparaît. Plus personne ne croit aux Russes, par exemple à Luxor, plus personne ne croit à Jupiter, à Rome, plus personne ne croit à Athéna, à Athènes. Donc les religions, c'est un moment précis d'une pensée qui, elle, est universelle. C'est-à-dire la pensée universelle, c'est le retour de la sève. Quand vous avez un jardin... Le retour de la vie, en fait. Le retour de la vie. C'est-à-dire quand vous avez un jardin, vous avez vu cet hiver que les feuilles étaient tombées, que les plantes étaient en dormance, elles sont là, et puis d'un seul coup, pof, ça réapparaît. Et là, vous avez la sève qui monte, et on donne une information, et vous avez des bourgeons, et vous avez des fleurs, et vous avez des fruits, et vous avez le printemps. Donc, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, autour du Soleil, de manière elliptique, et vous avez les équinoxes, et vous avez les solstices. Comme par hasard, la biographie de Jésus, elle est construite sur les équinoxes et sur les solstices. Retour de la vie, disparition de la lumière, etc. Noël, par exemple, c'est la nuit la plus courte, mais c'est aussi le retour de la lumière. Donc, on fête Noël, et Jésus, il naît quand il apporte à nouveau la lumière. Pâques, c'est quoi? C'est la renaissance, c'est la vie. Il y a eu la mort, Jésus est mort, il a été crucifié, et d'un seul coup, il renaît, il revit. La nature était morte, et elle renaît, et elle revit. Les œufs, c'est la vitalité. C'est-à-dire que on a trouvé des œufs en terre. Oui, les œufs de Pâques, oui. Et on a trouvé des œufs de terre, d'argile, qui étaient fabriqués et posés sur des sépultures préhistoriques, auprès des morts, pendant la préhistoire. C'était une façon de dire, tu es mort, mais l'œuf, c'est la vie, ça reviendra. De la même manière que les saisons reviennent, qu'on a eu, on dit, moi j'ai 66 ans, 66 printemps. Eh bien, vous avez connu 66 printemps, vous avez connu 66 hivers, vous avez connu, etc. Enfin, pas encore 66e, mais 65 au moins. Et donc, c'est tout ça qui se dit. C'est-à-dire, c'est le grand mouvement cosmique, c'est le grand mouvement planétaire. C'est comme ça depuis toujours. Et puis, une fois, ça prend la forme des dieux grecs, des dieux mésopotamiens, enfin, assyriens, mésopotamiens, juifs, chrétiens. Et puis, ça continue. Et d'autres religions sont en train de se constituer, avec notamment le virtuel.
On n'a pas le temps de... Mais les néo-religions qui sont en train de se constituer, nous y assistons. Ces gens qui croient plus vrai le virtuel que le réel, et qui passent leur temps sur des sites, passent leur temps sur des métavers dans lesquels ils vivent beaucoup plus que dans le réel ici présent. Et ça, c'est la source de toute religion. Cette idée que si ce réel existe avec un ordre, cosmos en grec ça veut dire ça, c'est l'ordre, c'est qu'il y a bien un ordonnateur. Et que, alors on appelle ça Dieu, on appelle ça l'énergie créatrice. Moi j'adore Bergson, mais l'énergie créatrice, la vie ou le vivant. C'est ça que disent les œufs. C'est-à-dire que, je vais faire ça avec mes petits-enfants, évidemment, dans le jardin, il va y avoir des œufs, il va y avoir des petits lapins. Et pourquoi les petits lapins ? Parce que ça se reproduit en permanence et que ça fait des petits en quantité, et que c'est la vie, que c'est les vivants. Donc on va pas... Les cloches, c'est la même chose. Les cloches, elles s'en vont. Enfin, on va refaire un cours d'histoire religieuse, mais on devrait le faire. La religion... Alors c'est quoi les cloches ? Allez-y. Ah ben, elles sont parties, vous savez bien, on les entend plus. Et puis, moi, mon père me disait, voilà, elles sont parties à Rome. Et puis elles reviennent. Puis quand elles reviennent, alors quand vous êtes un petit garçon, vous dites, bon, les cloches, elles s'envolent. Et donc, vous fêtez ces cloches-là qui s'en vont à Rome et qui reviennent apporter la bonne nouvelle. De la même manière que l'œuf apporte la bonne nouvelle de la Renaissance, le retour des cloches, c'est qu'effectivement, vous rapportez la bonne nouvelle du fait que, parce que ça carillonne, c'est le plaisir, c'est le bonheur de se dire, on a failli mourir, mais Dieu est là, qui nous sauve. Enfin, son Fils, du moins, Jésus qui est là et qui nous sauve. Toutes les religions devraient être pensées de manière historique. Et si on faisait ça avec l'islam, on ferait beaucoup mieux que de dire pour ou contre le voile ou ce genre de choses, mais juste de dire racontons ce qu'est l'islam et de montrer la relation qui existe entre le premier livre qui est la Torah, le deuxième qui est la Bible et le troisième qui est le Coran. Si on faisait ce genre de travail pour montrer qu'on est dans une religion abrahamique, c'est-à-dire Abraham est en commun, eh bien, on ferait des choses intéressantes. Vous avez dit sur Pessah qu'effectivement, c'était la possibilité pour le peuple de fêter son salut. Ça veut dire quoi ? On a failli mourir avec les Égyptiens. Et quand on est désigné par Dieu qui vous ouvre la mer Rouge en deux, eh bien, vous êtes un peuple élu et désigné par Dieu, moyennant quoi vous allez vivre. Donc si vous expliquez qu'il ne faut pas lire au pied de la lettre ce qui est écrit dans les évangiles et qu'il faut commenter, ça s'appelle l'herméneutique, et que vous expliquez de manière herméneutique ce que font très bien les rabbins, ce que font très bien les juifs, que vous expliquez votre religion comme ça, que vous expliquez la nôtre, je dirais, moi ce que j'appelle le judéo-christianisme, et que vous expliquez aussi l'islam. Parce que dans le Coran, Jésus se trouve, Marie se trouve, et il faudrait expliquer pourquoi, comment ça passe comme ça, qu'est-ce qui fait que les juifs, enfin la Torah annonce un Messie, que ce Messie il s'appelle Jésus, et que ce Jésus on le retrouve dans le Coran, plutôt que de nous opposer sans cesse. Je pense que si on faisait vraiment de l'histoire des religions en disant les trois religions monothéistes, on va vous expliquer les embranchements, les enclenchements, comment se constitue le Coran. Il y a eu des Corans, puis il y en a eu un. C'est pas être insultant à l'endroit de Mahomet ou de Dieu ou du Dieu des musulmans que d'expliquer comment les textes sont constitués, comment les pensées se sont constituées. Ce serait nettement plus intéressant. Moi, j'avais jadis proposé... Mais on ne nous apprend pas ça, évidemment. L'histoire des religions. On n'en veut pas non plus. Moi, je suis normand, comme vous le savez. J'avais proposé au président de la région, qui était à l'époque socialiste, il faudrait que j'en reparle aujourd'hui à Hervé Morin, mais de faire du Mont-Saint-Michel un lieu dans lequel on raconterait cette histoire de l'articulation des trois monothéismes. D'arrêter de se dire que les fréristes et les intégristes musulmans ont le monopole de la lecture du Coran. Non, ils n'ont pas le monopole. Moi, je connais plein de dames simples et modestes qui portent un voile, non pas parce qu'elles veulent installer la charia en France. Simplement, faisons de l'histoire de la religion, c'est le meilleur remède pour lutter contre les intégristes. Ne laissons pas le monopole de la lecture du Coran à des gens qui, d'ailleurs, l'ont pas beaucoup lu. Moi, quand j'ai vu des gens qui défendaient un peu le frérisme, il fallait pas partir très vite parce qu'ils n'avaient pas lu. Et puis moi, ils me reprochaient de ne pas avoir lu le Coran, en me disant ça a été écrit c'est pas le bon Coran, ça a été publié par des juifs et ça a été traduit par des juifs, donc c'est de la propagande, il n'y a pas ce que vous dites dans le Coran. Si, il y a ça, ce que je disais dans le Coran. Faisons de l'histoire des religions plutôt que de la stigmatisation avec des choses qui sont pénibles à entendre tout le temps. Et puis soyons fiers de ce que nous savons faire. Nous avons un Richard Simon qui, au XVIIe siècle, a inventé d'une certaine manière la lecture des textes bibliques. C'était pas pour détruire Dieu, c'était pour comprendre comment ça se structure une religion. Ce qui se trouve dit dans les évangiles. Pourquoi il y a des canoniques, des synoptiques? Pourquoi est-ce que dans les évangiles, il n'y a pas ce que Paul raconte, puisqu'il y a les actes des apôtres et les lettres, etc. Si on rend ça audible auprès des gens, si on fait aussi ce travail avec l'islam et le Coran, alors je pense qu'on peut arrêter un peu la haine qui oppose tout le monde sur ces sujets. Merci beaucoup, Michel Onfray. Joyeuse Pâques à vous. Joyeuse Pâques, c'est le moment de Joyeuse le dire, Pâques à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Merci à vous de leur confiance. Merci à eux de leur confiance et de leur fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Michel.